Et les semaines passées, on peut dire que, quelle sacrée semaine. En fait, depuis l'arrivée de Trump, notre vie est devenue tellement remplie d'événements qu'il semble qu'en un an, il se passe plus de choses que ce qui pourrait arriver dans toute une vie. Qu'est-ce qui s'est passé d'intéressant et surtout d'important ? Bien sûr, la guerre en Ukraine continue, et maintenant c'est aussi une guerre de position assez marquée avec l'Iran. Les démocrates se battent jusqu'à la mort pour qu'il n'y ait pas de vote honnête en Amérique. Mais en fait, personne ne s'attend à autre chose de leur part. En 2026, il est prévu d'expulser du pays environ 2,5 millions de clandestins. Nous allons discuter de la rupture entre la vieille Europe et l'Amérique. Nous allons parler de ceux qui tirent profit de ce qui se passe au Moyen-Orient, aussi bien à court qu'à long terme. Sur le long terme, ce sont des acteurs complètement différents. Mais deux sujets se distinguent, car la façon dont les choses vont évoluer dans ces situations déterminera le lendemain et le surlendemain pour l'ensemble de la planète. Le premier est une question qui a la plus grande influence sur l'Amérique, soyons honnêtes, et sur le monde. C'est la question de savoir qui, au final, obtiendra le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Je parle de l'année 1926 et des élections. Et aussi de l'année 1928, des élections présidentielles et de tout le reste. Et ici, j'ai découvert des choses absolument étonnantes, dont je n'avais même pas idée hier encore. Mais d'abord, un peu sur les événements en cours, puis nous plongerons dans ce tourbillon d'événements absolument incroyables, comme vous le verrez. Je veux le redire, notre président est un génie. La seconde question porte sur l'ultimatum de Donald Trump à l'Iran et la réaction de l'Iran. La guerre américano-israélo-iranienne, qui a commencé le 28 février de cette année, est entrée dans une nouvelle phase. Selon les données du 22 mars, les combats ont pris la forme de frappes prolongées ou d'échanges de frappes contre des infrastructures stratégiques. Les 18 et 19 mars, Tsahal a frappé le gisement de gaz South Pars en Iran. Des incendies se sont déclarés, la production a été arrêtée. Le 18 mars, des missiles iraniens ont frappé le plus grand complexe mondial de GNL à Ras Laffan, au Qatar. Des incendies, des dégâts importants, jusqu'à 20% des livraisons mondiales de GNL passent par ce site. Selon le Croissant Rouge iranien, le nombre de civils tués en Iran a dépassé 1200 personnes, y compris des enfants. Mais je veux tout de suite vous dire qu'ils le sont toujours. Ils mentent, c'est-à-dire que parfois ils mentent toujours. Le président Trump a exigé de l'Iran, sous 48 heures, le détroit d'Ormuz en URSS, sachant très bien qu'ils allaient probablement répondre non. À cela, l'Iran a répondu en menaçant de frapper des cibles énergétiques et des infrastructures aux États-Unis et chez leurs alliés dans la région. Personne ne sait exactement ce qui va se passer dans 48 heures. L'ultimatum a été donné samedi soir, donc, après l'ultimatum de Donald Trump, il n'y a pas de plan d'action clairement défini, comme toujours, du moins publiquement. Donc, au moment où les 48 heures seront écoulées, ce sera, le lundi soir ou peut-être le mardi matin. Disons oui, très probablement. Donc les États-Unis vont intensifier leur campagne aérienne en essayant en fait de repousser les forces iraniennes de la région du détroit et commencer à escorter les pétroliers sous protection militaire. L'Iran répond par une attaque massive contre les installations militaires et énergétiques des États-Unis et de leurs alliés. Il s'agit de l'Arabie Saoudite, des Émirats, d'Israël. Les menaces de fermeture totale du détroit d'Ormuz, les frappes contre les pétroliers et l'infrastructure portuaire dans le golfe Persique, c'est un scénario plus dur. C'est une attaque qui dure plusieurs semaines, plus une opération de la marine et de l'aviation américaine visant à éliminer effectivement la présence iranienne dans la région du détroit. Un débarquement de fusiliers marins pourrait avoir lieu sur des zones clés du littoral et des îles comme Karg. Pour l'ultimatum de Donald Trump, la logique est simple. Au moment de l'expiration du délai, il doit soit faire exploser quelque chose, soit montrer un substitut d'action convaincant, sinon ses paroles perdront de leur valeur. Ah. Donald Trump donc, qu'est-ce qui pourrait se passer là-bas à la minute H dans son style ? Des frappes limitées mais spectaculaires, quelques frappes de haute précision sur des cibles iraniennes préalablement choisies.
Là-bas, il y a l'infrastructure militaire près d'Ormuz, des sites de défense aérienne, certains nœuds énergétiques pour pouvoir dire « voilà, j'ai promis, j'ai fait », mais sans détruire tout le système énergétique de l'Iran. Pas tout de suite. Une déclaration publique de victoire, même après une action militaire minimale, sortir et annoncer que l'Iran a rouvert le détroit, c'est-à-dire qu'il s'est rendu, qu'il a été puni ou qu'il a eu ce qu'il méritait, ou sous une autre forme. Et présenter ce résultat comme un ultimatum accompli, pourquoi faire ? Bon, c'est clair, c'est pour le public interne et pour le marché. Mais qu'est-ce que les Marines américains peuvent réellement occuper, ceux qui sont déjà 2500 là-bas, 4500 en route, donc, comme on dit, en renfort, c'est-à-dire une force assez sérieuse. Option numéro 1. Il y a 4 îles là-bas qui peuvent nous intéresser. Maintenant, je vous les donne. Je parle du détroit d'Ormuz. Ce sont l'Arak, Ormuz, Keshm et Hengam. Il me semble que le dernier s'appelle ainsi. Ce sont précisément ces objectifs qui sont étudiés depuis des décennies dans les jeux de guerre américains comme des sites potentiels pour le débarquement du corps des Marines, afin de contrôler physiquement le passage des pétroliers. Bien sûr, tout cela a été simulé pendant des années, des décennies, élaboré et ainsi de suite. Deuxième option. Une tête de pont limitée sur la côte avec Bandar Abbas ou des bases clés. Mais c'est déjà une opération beaucoup plus risquée et sanglante. Et à Washington, on l'envisage avec une extrême prudence à cause de la menace d'une guerre terrestre prolongée, ce que nous ne voulons absolument pas. Mais pourquoi vouloir s'emparer de quoi que ce soit ? La principale logique militaire n'est pas l'occupation de l'Iran, mais le contrôle physique du goulet d'étranglement d'Ormuz et des infrastructures clés d'exportation de pétrole, pour garantir le passage des pétroliers sans dépendre de la volonté de Téhéran. La deuxième tâche est de faire pression sur le régime à Téhéran. Cela montre que les États-Unis peuvent couper l'Iran de la mer, du pétrole. Et si nécessaire, en élargissant l'opération, Washington augmente le prix à payer pour la direction iranienne pour continuer le conflit. Mais revenons un instant en Europe de l'Est. Les combats ne cessent pas un seul jour. Le 21 mars, les forces ukrainiennes ont repoussé une percée russe, et ce, sur 7 axes différents. La Russie a perdu, pour la seule journée du 22 mars, 940 militaires et 30 systèmes d'artillerie. Certes, ce sont les chiffres de l'état-major général, l'Ukraine, et eux aussi, comme on dit, ne se feront pas prier. Sous contrôle, ce qui est physiquement vrai et confirmé, près de 400 km² après la perte par la Russie et l'accès à Starlink. Ou d'ailleurs, merci à Moscou. La Russie prépare une mobilisation et des chiffres sont avancés, 409 000 personnes en 2026. Une offensive est prévue en avril avec la mobilisation des réservistes de Crimée. D'après les médias, Poutine a limité ses déplacements publics après l'assassinat de Khamenei, craignant de devenir la prochaine victime. La guerre au Moyen-Orient modifie tout de même les calculs du Kremlin. Selon les experts, la Turquie et l'Arabie saoudite deviendront les principaux bénéficiaires du nouvel ordre régional. La guerre est en réalité le principal ennemi de la liberté. Lorsque les États sont en guerre, les canons résonnent, pour ainsi dire, de façon confuse. La musique devient plus complexe. L'État étend inévitablement son pouvoir et restreint les droits des citoyens. En 1944, Hayek a très bien écrit à ce sujet. Trump a appelé le peuple iranien à rester à l'abri pour l'instant, puis à prendre le pouvoir en main. Je ne sais pas comment il leur propose de prendre le pouvoir sans armes, mais il est tout à fait possible que des préparatifs soient en cours à ce sujet. Disons-le comme ça, d'accord ? Le vice-président Vance a publiquement soutenu la guerre contre l'Iran, mais il est resté silencieux pendant plusieurs jours. Et selon le Wall Street Journal, il s'inquiète de la perspective d'un conflit prolongé. Il en a parlé non pas publiquement, mais lors de conversations privées. C'est ici que nous passons au sujet principal du jour, à savoir que se passera-t-il si la guerre en Iran s'éternise, que les cercueils commencent à arriver dans le pays et que l'économie, au lieu de s'améliorer, commence à décliner. Pas temporairement comme maintenant, ni en stagnation, mais qu'elle baissera vraiment. Beaucoup, moi y compris, disaient déjà en 2025 que cela pourrait signifier l'arrêt de nombreux projets de Donald Trump à cause du passage de la Chambre basse du Congrès aux mains des démocrates.
Et en plus, cela pourrait signifier le passage du bureau ovale aux mains du Parti démocrate en 2028. À cet égard, je disais que je suis sûr que Donald Trump a quelques idées à ce sujet sur la façon d'arrêter cette guerre, de réduire le prix du pétrole et d'améliorer la situation économique en Amérique. Bien sûr, il a, j'en suis sûr, de telles idées, mais j'ai découvert une autre action, ou plutôt une contre-mesure de Donald Trump, qui montre en général ce que Trump compte faire. Il est presque impossible de prédire Donald Trump. Qui pourrait le deviner ? Il faudrait sans doute être aussi génial que lui. Avant même le début de la guerre, dans la seconde moitié de 2025, nous avons discuté avec vous des conditions dans lesquelles les républicains, le Parti républicain, élargissent considérablement leur influence et qu'après Donald Trump, une personne entre à la Maison-Blanche, qu'on peut appeler son successeur. Je m'excuse. Son continuateur. Et bien sûr, à cause de la personnalité, certaines choses changent, mais la direction du mouvement, celle donnée par Donald Trump, continuera. La première condition, naturellement, c'est que la vie des gens s'améliore. Et il ne s'agit pas d'une amélioration statistique, mais d'amélioration concrète, que les gens peuvent toucher du doigt, qu'ils puissent voir chaque jour, chaque heure, que quelque chose s'est amélioré. Il y a plus d'emplois qui s'ouvrent, les salaires augmentent au travail, l'inflation reste assez basse, et la hausse des salaires la compense. On n'oblige plus les enfants à rencontrer des personnes déguisées, des hommes déguisés en femmes avec du rouge à lèvres et des faux cils, qui lisent aux enfants, en décomposant les mots, des histoires expliquant qu'il est bien d'avoir des rapports sexuels dans un orifice non prévu à cet effet. Les hommes ne peuvent pas entrer dans les douches des femmes. On n'encourage pas les enfants à changer de sexe ni à cacher cela à leurs parents. Les gens peuvent exprimer leur opinion aux enseignants et lors des réunions du conseil scolaire ou municipal, ce qu'ils veulent sans que le FBI ne s'en mêle. Ensuite, ils commençaient à s'en occuper, et c'est incroyablement important. Et il est incroyablement important que les procès commencent. As-tu volé notre pays ? Tu nous as trompés lors des élections ? As-tu utilisé ta position officielle pour t'enrichir personnellement aux dépens de tous ceux qui te paient un salaire ? Ou bien, disons, en te moquant du pays, as-tu utilisé ta position pour promouvoir ton parti ? Peu importe si le pays va plus mal, du moment que mon parti s'en sort mieux. Maintenant, nous voulons que l'heure des comptes arrive. Il est donc extrêmement important que la population du pays voit tout d'abord le mal que le Parti démocrate a apporté au pays. Et deuxièmement, que ce mal est éradiqué par le nouveau gouvernement. Au fait, avant que j'oublie, n'oubliez surtout pas de vous abonner et, encore plus important, d'activer la cloche. Pour vous, cela ne prend qu'une seconde, mais pour YouTube, c'est un signal que ce que vous regardez vous intéresse. Et ce n'est pas juste un intérêt comme un simple like, non, c'est un intérêt tel que ça vaut la peine de montrer cette vidéo à d'autres personnes aussi. C'est pourquoi, plus le pourcentage d'abonnés qui ont activé la cloche est élevé, mieux ces vidéos se diffusent sur l'internet russophone. J'espère qu'alors que je disais tout ça, ceux qui n'étaient pas encore abonnés ont déjà eu le temps de s'abonner. Et si vous n'avez jamais cliqué sur la cloche auparavant, eh bien trouvez-la. Et surtout, là, comme on dit, appuyez dessus. Frappez-la de toutes vos forces. À ce que j'ai dit plus tôt, à savoir les conditions dans lesquelles le pays donne ses voix à Donald Trump et au mouvement MAGA, une nouvelle condition s'est ajoutée. Donc, il est nécessaire d'obtenir des résultats positifs, des actions militaires au Moyen-Orient. Et là, Donald Trump a commencé un jeu absolument parfait. Réfléchissons ensemble. Pendant tout le temps où l'on parle de politique étrangère, de la sécurité du pays, des opérations, cela concerne aussi bien nos diplomates que nos militaires. À côté de Donald Trump, il y a en permanence Rubio, qui occupe, au moins à ma connaissance, 3 postes dans l'administration présidentielle. J'espère qu'il touche 3 salaires. Il est étroitement lié aux événements au Moyen-Orient, il est étroitement lié aux événements en Europe, aux relations avec l'OTAN, aux relations avec l'Ukraine et la Russie, ainsi qu'aux livraisons de pétrole sur les marchés mondiaux. Rubio s'occupe de tout ce qui a un rapport avec la sécurité de notre pays, que ce soit sur le plan diplomatique, militaire et, oui, même financier. On peut dire que cela relève de Lutnick ainsi que du ministre des Finances. Néanmoins, Rubio est constamment présent et visible à l'écran. Son image, sa personnalité sont indissociablement liées à tout ce qui se passe dans la politique étrangère de notre pays.
Vous dites qu'il est ministre des Affaires étrangères, ou plutôt secrétaire d'État, n'est-ce pas? Il n'est pas nécessaire de toujours le garder près de soi ou de l'exposer à la télévision. Lui donner la possibilité de s'exprimer, le faire asseoir sur le canapé lors des réunions qui le concernent directement ou non. En même temps, le vice-président J.D. Vance n'apparaît pas à l'écran à côté de Trump, surtout lorsqu'il s'agit de questions liées à la politique internationale ou à la guerre. Des rumeurs circulent selon lesquelles il est quelque peu préoccupé et ne soutient pas entièrement la politique au Moyen-Orient. Ce n'est pas très clair, mais il ne soutient pas tout. En même temps, la presse rapporte qu'il aurait exprimé ses idées à titre privé. Je veux tout de suite vous dire, mesdames et messieurs, que, premièrement, si le vice-président Vance avait exprimé de telles idées en privé, nous ne l'aurions jamais su. Le fait que nous soyons au courant de cela indique qu'il s'agit d'un projet planifié, une fuite. Pourquoi est-ce nécessaire? D'accord. Nous arrivons maintenant au cœur de la question, que je voulais justement partager avec vous. Imaginons que tout se passe parfaitement avec la guerre, que nous avons atteint nos objectifs, que nous y sommes parvenus avec peu de pertes, que tout cela n'a pas duré très longtemps. Et le pétrole a baissé, il est descendu jusqu'à $60 le baril. Que nous contrôlons le pétrole du Venezuela et de l'Iran, et que notre propre production pétrolière atteint déjà 15 millions de barils par jour, et la situation intérieure aux États-Unis, en particulier la situation économique de la classe moyenne, commence à s'améliorer sensiblement. Qui est aux côtés de Trump? Qui est ce héros qui a aidé et dans de nombreux cas a lui-même accompli des choses qui ont eu un si bon impact sur notre vie américaine? C'est lui. Le remarquable, souriant, intelligent et réfléchi Michael. Naturellement, le patriarche souriant lui transmet le sceptre et le globe, et voilà que Cuba est devenu libre. Nous avons appris quels héros étaient point les parents et les grands-parents de Marco, comment ils ont fui, comment ils ont souffert pour la liberté, et à quel point le merveilleux Marco. Rubio s'est hissé lui-même au sommet, et maintenant il sera le premier latino, en plus un cubain, à prendre les rênes de l'Amérique entre ses mains. Et maintenant, imaginons que tout ne soit pas aussi beau et radieux avec l'Iran. Bleu. Stagnation de l'industrie. Désaccord avec les Européens. L'essence chère, une forte inflation. Pensez-vous que le peuple va se précipiter pour voter pour une personne qui, à leurs yeux, sera le symbole de tout ce qui précède? Même si la majorité des MAGA comprendra la nécessité de ce qui a été fait, cela ne suscitera néanmoins aucun enthousiasme à se rendre au bureau de vote avec le nom de Marco dessus. Et maintenant, regardons l'autre candidat. Il y a 2 jours, Trump a annoncé la création d'un bureau spécial, chargé des affaires de corruption au sein du gouvernement. Nous savons déjà quel cauchemar s'est abattu sur le Minnesota. Nous savons que des choses similaires se sont produites en Californie. Et, sans aucun doute, le FBI est déjà au courant des autres endroits où le même schéma est utilisé. En Californie, il y a par exemple une adresse à laquelle étaient enregistrés 100 médecins qui envoyaient constamment des factures à l'État pour l'aide aux malades, aux personnes âgées et aux démunis. On leur payait constamment, sans jamais vérifier cette adresse. Ou bien on a retrouvé un médecin qui a maintenant 84 ans et qui a été incroyablement surpris d'apprendre qu'il avait soi-disant envoyé chaque année 1000 factures à l'État de Californie. En tout, il a reçu de l'État de Californie 600 millions de dollars pour des factures qu'il aurait soi-disant présentées. Chaque facture a été payée. Personne n'a jamais eu le moindre doute. Le docteur était tellement stupéfait qu'il ne savait même pas comment réagir. Autrement dit, il y a déjà tout un tas de choses découvertes et mises de côté, dans ce qu'on appelle une boîte à sortir quand il le faudra. Et comme nous en avons parlé, il faudra, à partir de mai, puis en juin, puis tout le mois de juillet, et ensuite tout le mois d'août, faire en sorte qu'en septembre, le pays déteste et méprise toute personne appartenant au Parti démocrate. Mais qui est le héros ici ? Ce chevalier à l'armure étincelante qui a mis tout cela en lumière et a nettoyé les écuries de ce mal et de cette saleté. Ainsi, la personne qui dirigera ce processus et cette gestion ne sera autre que le vice-président des États-Unis d'Amérique J.D. Vance. Intelligent, réfléchi,
qui ne s'est absolument pas impliqué dans la guerre en Iran et qui, en privé, exprimait même des inquiétudes à ce sujet. Personne ne se souviendra déjà de ce qui l'inquiétait exactement, mais tout le monde se souviendra qu'il était préoccupé par quelque chose, et il s'est avéré qu'il avait raison. Mais sur qui va-t-il donc enquêter et qui va-t-il démasquer ? Eh bien, dans la presse de droite, cela fait déjà 2 semaines qu'on écrit que le vol, le brigandage, le pillage, la corruption qui existait au Minnesota ne sont rien comparés à ce qui se passe en Californie. Pourquoi la Californie est-elle si importante pour nous ? Parce que le candidat le plus probable à la présidentielle pour le Parti démocrate, je parle bien sûr de 2028, c'est l'actuel gouverneur de l'État de Californie qui quittera son poste en novembre pour se lancer dans la course à la présidence. Il s'appelle, comme vous le savez, Gavin Newsom. Alors, messieurs, il semble que nous soyons prêts à nous battre, que les conséquences de l'Iran soient positives ou qu'elles aient empiré la situation aux États-Unis. Écrivez ce que vous en pensez. Ai-je raison à propos de Rubio et Vance ? Ou avez-vous d'autres idées ? C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous disons au revoir et à la prochaine fois.